Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Rabibochage français », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le jeudi 21 mars 2024, l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, était l'hôte de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat pour débattre de l'avenir des relations maroco-françaises, afro-européennes, et les équilibres internationaux dans le contexte de la concurrence sino-américaine. Notre chroniqueur invité démarre son argumentation de la manière suivante. On retiendra de son propos ce qui, le plus, continuera de focaliser l'attention des Marocains, la question du Sahara. Monsieur Lecourtier a cru bon affirmer, en substance, que la France a été, dès le début, militairement sans la moindre hésitation aux côtés du Maroc, et que l'armée française a ouvert le feu contre les colonnes du Polisario. Par égard aux Marocains, il a hésité sur l'appellation du Polisario, et par honnêteté intellectuelle, il a bien rappelé que c'était en Mauritanie, insistant sur l'intervention des jaguars français, laissant entendre que peut-être les milices menaçaient le Maroc. Il a ensuite ajouté qu'aux Nations Unies, lorsque le Maroc était isolé internationalement, SIC, nous avons utilisé notre adhésion permanente au Conseil de sécurité en sa faveur. Et lorsque le Maroc a proposé l'initiative d'autonomie présentée par Sa Majesté le Roi, nous étions parmi les premiers à dire que c'était une bonne solution. Que dire, sinon qu'il est dans son rôle quand bien même il y a à prendre et à laisser dans son propos. Ce qui appelle quelques errata. France, Mauritanie, un lien filial. Les forces françaises intervenaient en Mauritanie pour protéger un allié à l'historique spécifique, avec lequel Paris entretenait des liens différents, davantage qu'elle ne le faisait pour défendre le Maroc. Mais l'ambassadeur devrait aussi s'interroger sur ce que les troupes de son pays faisaient lors de l'incursion du Polisario à Nouakchott en juin 1976. Ou encore sur où elles étaient, quand les militaires mauritaniens ont renversé Mokhtar Ould Daddah en juillet 1978, ou lorsque la Mauritanie a conclu en août 1979 l'accord cédant Oued et Dahab au Polisario? Certainement pas très loin. Il faut toutefois reconnaître à l'actuel ambassadeur français son entre-gens. Il aurait pu se calfeutrer comme bien de ses prédécesseurs dans les mondanités douillettes du kilomètre 6,6, route des AR. Bien au contraire, Monsieur Lecourtier prend sa mission de rabibochage des relations maroco-françaises très au sérieux et va au contact au risque d'être de temps en temps à côté des faits. Sans doute y a-t-il toujours eu une coopération militaire entre nos deux pays. Mais la protection qu'il évoque, si elle valait pour la Mauritanie, et pouvait à l'occasion avoir des effets collatéraux sur le Maroc, n'a jamais été pour le royaume chérifien ce qu'il a voulu faire croire. Il est même possible de dire qu'à cette époque c'était plutôt les forces armées royales marocaines qui apportaient leur concours, intéressés sans nul doute, à leurs homologues français en Afrique. Monsieur Naïm Kamal enrichit son discours ainsi. Un alignement coûteux, à titre d'exemple seulement, lors de la première crise de Chabat en 1977, ce sont les Marocains, pourtant en difficulté au Sahara, qui ont été remettre de l'ordre au Zaïre, l'actuel Congo démocratique, à la demande de la France et avec son apport logistique. Le soutien à l'UNITA angolaise contre le MPL illustre l'engagement marocain du côté de l'Occident, très souvent mal payé en retour. Si Monsieur Lecourtier n'en est pas convaincu, il lui suffit de consulter les mémoires du général Alexandre de Maranche, patron de 1970 à 1981 du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français. L'ouvrage du comte de Maranche, Dans le secret des princes, Stock, donne une idée plus précise sur les dessous de cette époque. C'est d'ailleurs cette grande amitié avec la France et l'alignement du Maroc sur ce que l'on appelait le monde libre, qui explique en grande partie ce que Monsieur Lecourtier décrit à juste titre comme un isolement diplomatique du Maroc. L'époque était alors à la guerre froide. Même Paris, un brin ingrat, ne savait pas où se tenir. Un pied dans l'Alliance Atlantique, où il était sans y être, une main tendue à la Russie soviétique conformément à la fameuse doctrine du général de Gaulle, qui voulait que l'Europe aille de l'Atlantique à l'Oural, font ressortir des Marocains moins ambigus, alors que les Français dans leurs engagements. Le clan versus le club, dans cette longue conjoncture, c'était principalement le bloc de l'Est, soutenu par ces avatars du tiers-monde, majoritaires en nombre, qui dictaient le tempo des résolutions onusiennes. Son influence s'étendait jusqu'au couloir de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, et du mouvement des non-alignés. Souvent Rabat, dénigré comme un suppôt de l'impérialisme, payait sur le terrain diplomatique du Sahara sa pragmatique politique israélienne et son choix du monde libre, qui ne s'avérera que sur le tard pertinent.
Dans la mémoire d'un roi, plomb, Feu Hassan II évoque avec beaucoup d'amertume cette période où, dans les instances internationales et régionales, même les États-Unis, se retrouvaient en minorité au point de geler leur contribution financière à l'ONU, ou encore de se retirer de l'UNESCO. Page 197, le défunt roi explique comment dans un monde divisé en deux, les Occidentaux faisaient partie d'un club. Les pro-soviétiques, eux, appartenaient à un clan qui apportait, contrairement au club, un soutien sans faille ni défaillance à Alger. Mais de cette époque et des péripéties marocaines au Sahara, il faut surtout retenir que de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, en passant par François Mitterrand, deux mandats fastes en turbulence, le soutien français s'est toujours fait tiède et les relations maroco-françaises n'ont jamais été une mer calme. C'est dire combien monsieur le courtier a raison lorsqu'il déclare que peut-être n'avons-nous pas donné assez de signaux, et aurions-nous dû exprimer nos positions plus fortement, pour assurer ensuite qu'aujourd'hui la France a choisi d'avancer. Bien, tout est donc bien dans le meilleur des mondes. Mais serait-il trop exigé si l'on demandait tout de même à voir? Rédigé par Naïm Kamal. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.